Bonjour, bon après-midi, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien où vous soyez. Avant de me présenter, je voudrais vous dire que nous avons une interprétation en bahasa, indonésien, en français, en portugais et en espagnol. Donc veuillez cliquer sur l'icône du globe dans la partie inférieure de votre fenêtre Zoom et sélectionner une langue. Je m'appelle Émile Pollack, je suis chercheuse à l'Institut pour l'environnement et le développement. Je vous donne la bienvenue à ce webinaire sur les droits fonciers et les minéraux critiques. Qu'est-ce qui est nécessaire pour une transition énergétique juste? Il s'agit du cinquième webinaire de la série Advancing Land-Based Investment Government, qui se concentre sur le renforcement de la gouvernance des investissements fonciers dans le pays du Sud. La série explore les stratégies, les approches pratiques adoptées par les défenseurs des droits et les praticiens pour relever les défis courants liés à ces investissements. Le webinaire d'aujourd'hui explore les dimensions de la gouvernance foncière des minéraux miniers qui sont essentielles pour un avenir vert, en partageant des idées à partir de diverses approches pratiques à travers diverses géographies pour relever des défis complexes sur le terrain afin de garantir les droits des peuples autochtones et des communautés locales, tout en posant des questions générales sur le rôle des données foncières, l'empreinte foncière et les dimensions de la justice spatiale de la transition énergétique. Le premier principe du panel des Nations Unies sur les minéraux critiques de transition, c'est que les droits de l'homme doivent être au cœur. Le rapport a aussi dit que ce travail doit être basé sur la justice et l'équité. Ce rapport a été publié en septembre et nous allons en entendre parler aujourd'hui. Avec ces priorités en tête, je suis très heureuse de discuter qu'est-ce qu'il va être nécessaire de faire pour mettre ces principes en action. Avant d'introduire notre panel d'aujourd'hui, je vais juste donner quelques notes logistiques. N'hésitez pas à vous présenter dans la boîte de dialogue. Ce webinaire est diffusé en direct sur plusieurs plateformes. Veuillez noter que cet événement sera suivi d'un tweet en direct à partir du compte Twitter du portail foncier et que le hashtag utilisé est hashtag Ali. Nous avons créé un kit de médias sociaux pour cet événement qui a été partagé avec vous dans le chat. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en utilisant le bouton questions-réponses en bas de votre écran et nous y répondrons plus tard dans le webinaire. Enfin, dans un souci de transparence, je tiens à préciser que la session d'aujourd'hui est enregistrée et que vous recevrez le lien vers la vidéo par la suite. De même, un article représentant les messages clés sera disponible ultérieurement sur le site web de l'Inde Portal. Permettez-moi maintenant de vous présenter nos intervenants. Je suis accompagné d'un groupe d'experts remarquables pour discuter de ces questions intéressantes aujourd'hui. Nous avons Freeman Mubanga, qui est responsable de la recherche et des études au Centre pour l'Environmental Justice en Zambie. Il est spécialiste de la gouvernance de l'environnement et des ressources naturelles et se concentre sur la politique climatique, les droits fonciers et le développement durable. Nous avons Mark Robinson, qui est directeur exécutif de l'Initiative pour la transparence des industries extractives. Il a plus de 30 ans d'expérience dans les domaines de la gouvernance des industries extractives, du climat euh, et du développement international, et une carrière couvrant les mondes de la politique, des opérations, de la recherche et de la philanthropie. Andy Ramna est avec nous, il est directeur exécutif de Wali Sutra en Indonésie. Et nous avons Naomi Nangoku, qui est spécialiste principale des minéraux au ministère ougandais de l'énergie et du développement durable. Je vérifie juste que nous avons bien Naomi avec nous. Oui, donc c'est une super nouvelle. Et donc, je vais commencer avec une question pour la discussion à Marc qui concerne le panel, le rapport du panel du secrétaire général des Nations Unies. Marc, je voudrais vous demander, permettez, quels sont les résultats pour vous qui ont été obtenus par ce panel? Voilà la question. Bonjour. Alors oui, j'étais membre de ce panel qui avait environ 30 membres, 24 gouvernements à travers le monde, à la fois les pays producteurs et consommateurs, 10 représentants de différentes organisations, autochtones aussi. Et comme euh, vous avez dit, nous avons soumis notre rapport à travers les coprésidents à la fin d'août. Et les premières questions
On a eu une mission avec le secrétaire général de Bakou, une réunion, et l'information a été partagée. La plupart des intervenants voudraient traduire nos résultats et nos recommandations en actions pratiques. Alors, la concentration sur les minéraux de transition critique, euh, cette concentration a joué un rôle important pour souligner l'importance des miniers, de la mine, de la minerie dans la transition énergétique. Il y a eu une emphase sur l'équité, la justice et la chaîne d'approvisionnement des minéraux qui représentent qui se focalise sur les pays de production plus que les pays consommateurs et leurs industries. Et donc, les principes de ce rapport mettaient beaucoup d'emphase sur les droits de l'homme, la protection environnementale et le fait que certains pays sont très riches en ressources. Nous sommes contents qu'ils ont mis beaucoup d'emphase sur la transparence aussi et l'anticorruption pour garantir que le secteur fonctionne bien pour les personnes et la planète. Les parties prenantes ont accès aux informations et les opportunités pour avoir un impact sur les prises de décision. Et depuis notre point de vue, il y a eu beaucoup d'emphase sur la transparence et la responsabilité et les chaînes d'approvisionnement, la bonne gouvernance. Donc, je pense que c'est une opportunité pour avancer ce travail. Ce genre de dialogue multi-parties prenantes qu'a eu ce panel peut créer des opportunités pour naviguer différentes perspectives pour pour les gouvernements, les communautés, les groupes de société civile pour mitiger le risque et maximiser le partage des bénéfices. Et donc, les principes de transparence sont importants, pas seulement pour créer des flux de données libres, mais aussi les opportunités pour maximiser le rôle de la participation des gens dans le futur du secteur. Merci Marc pour ces informations intéressantes, pour voir un peu où en sont les choses au niveau global du débat. Voyons maintenant ce qui se passe sur le terrain et écoutons dans un autre contexte. Alors, je vais commencer avec Freeman. Les gouvernements cherchent à saisir les opportunités offertes par l'expansion potentielle de l'exploitation des minerais de transition. On voit ça, que ça passe souvent par un assouplissement des processus d'approbation et des droits d'accès à de vastes étendues de terre. Cela aura des conséquences directes sur les droits fonciers locaux. Donc, je me demande si vous pouviez nous expliquer à quoi cela ressemble dans votre contexte. Alors, merci beaucoup. Je voudrais remercier Marc pour sa belle ouverture. On peut déjà voir que les conversations viennent de la perspective des pays du Nord. Et nous, dans le Zambia, on est un des pays impliqués. Certaines des problématiques clés que nous avons appris à notre centre, c'est qu'il y a une demande pour ces minéraux et il y a beaucoup d'investisseurs qui montrent de l'intérêt, pas seulement en Zambie, mais dans d'autres pays. Ils veulent venir investir. Néanmoins, cela a levé la problématique d'essayer, dans ce gouvernement, d'optimiser cette demande pour qu'on ait le développement économique nécessaire pour ces actions. Mais ce que cela a fait, sans avoir une bonne structure pour ce développement, on voit que il y a un problème d'approbation de certains investissements dans le secteur minier et c'est un problème néfaste sur notre environnement. Un exemple que je voulais partager, c'est ce que se passe dans la province du Sud, même dans la province centrale, nous avons des mines de manganèse. On ne voit pas la mise en œuvre de nos politiques. Donc, il y a une disconnexion entre la politique et la mise en œuvre. Par exemple, il y a de l'acquisition de terres. Les gouvernements, pour ceux qui suivent un peu le cas de la Zambie, on travaille avec un système coutumier. Et donc, quand les investisseurs sont insérés, ils veulent s'intégrer, ils veulent investir dans des communautés où ces minéraux sont extraits.
Mais comme il y a cette déconnexion entre la politique et l'implémentation, le processus de base pour l'acquisition des terres, pour l'investissement, il y a des problèmes du coup. Et donc le ministère est responsable et le ministère foncier aussi travaille avec les communautés locales et les chefs et les conseils locaux pour faciliter ces droits. Donc il y a vraiment une déconnexion entre ces deux choses et donc il y a beaucoup de communautés qui sont exclues des conversations, il y a des déplacements forcés et qui n'ont pas été suivis en fonction de nos politiques. Et donc, je sens que pour avancer, avant de commencer à parler des, de la production de 3 millions de tonnes en 2030, qui a été lancée par le ministère des Mines, par la stratégie critique, le défi, c'est que nous nous n'avons pas de processus adéquat pour que ces investissements puissent être faits. On a vu que le secteur minier s'est étendu, mais il n'y a pas mis des étapes en marche pour que les droits fonciers soient équitables, en fait. Merci, Freeman. C'est utile pour comprendre le contexte et je pense que pour continuer cela, on aime bien se focaliser dans ces sessions sur les approches principales. Je voulais juste vous demander quelles sont les approches dans lesquelles vous vous êtes engagé pour avancer les droits fonciers et la gouvernance foncière dans le contexte que vous avez décrit et peut-être mettre l'emphase sur les problématiques de procédurales pour renforcer le gouvernement sur le terrain et aussi au niveau national. Je vais parler du terrain d'abord. Donc, le Centre de justice travaille avec pas mal d'institutions qui plaidoient pour les droits fonciers des communautés locales, faisant face à la demande aux minéraux critiques. Et une des stratégies sur laquelle on travaille, c'est on essaye d'aider les communautés locales à comprendre les cadres légaux qu'on a, l'acquisition des terres, la gouvernance foncière. Et comme il y a cette déconnexion dont je vous ai parlé, nous avons des situations où les investisseurs viennent avec une licence de mine. Parfois, c'est juste une licence d'exploration, mais comme les communautés ne comprennent pas comment cela fonctionne, nous voyons des communautés qui sont déplacées sans engager le département qui est responsable de ces déplacements. Et donc, les conseils locaux sont évités parce qu'il y a une autorité administrative à qui on donne la directive. Même si ce n'est pas le cas, nous ne voyons pas d'actions qui sont prises par les autorités administratives pour s'assurer que ces choses-là ne se passent pas. Par rapport à la terre, on parle aussi avec des communautés qui font face à des défis par rapport à les activités minières. La plupart des investissements où il y a les miniers de manganèse où on a lieu, il y a beaucoup de problèmes sur la toxicité du manganèse. Beaucoup de travailleurs qui travaillent à une mine dans cette province, la plupart sont maintenant malades et ne peuvent plus travailler à cause de la toxicité du manganèse. Donc, ce que nous faisons maintenant, c'est travailler avec les communautés pour plaidoyer pour les droits de l'homme sur la base que les entreprises doivent prendre cette responsabilité pour s'assurer qu'ils suivent les mandats des pays et les cadres légaux du pays et aussi respectent les droits des communautés locales. Et on est toujours en train de poursuivre cela. On veut prendre des étapes légales pour s'assurer que les meilleures pratiques soient suivies et comment le droit foncier soit respecté. On travaille aussi avec l'Union UPN sur un projet où on renforce les droits environnementaux en Zambia. Et avec ce projet, nous offrons une formation. On travaille avec les communautés et le gouvernement local et les investissements miniers pour trouver des solutions pour naviguer autour des défauts, des défis qui sortent de ces problématiques et aussi en conséquence du fait qu'ils n'ont pas suivi les procédures. On travaille aussi avec d'autres CSO dans le pays qui, qui travaillent sur la gouvernance foncière.
Par exemple, CSG, on a fait partie des CSO qui parlait du projet de droit foncier dans la Zambie. Sous ce projet, nous avons essayé de comprendre les problématiques clés sur les investissements fonciers et donc l'activité minière en est une. Et nous avons découvert que les gouvernances foncières est vraiment une problématique qui apporte d'autres problématiques aussi. Ça peut être social, de santé. Et pour terminer, on travaille aussi, ça coupe, ça a coupé, on n'a pas entendu. Je suis désolé. Merci Freeman. Désolé d'interrompre. Il y a eu une petite interférence dans la connexion. Merci pour toutes ces perspectives et ces exemples clés autour du dialogue, de la construction de coalition et la communication du local au sous-national et au niveau national. Donc, merci pour cela. Et sur cette base, je vais maintenant passer la parole à Naomi. Je me demande si vous pouvez nous expliquer quelles sont les politiques et les problématiques de politique pour renforcer la gouvernance foncière à la fois sur le terrain, mais aussi au niveau national par rapport à la mine de minéraux critiques dans le contexte du Gandé. Merci, Naomi. Merci infiniment. Merci de m'avoir ce panel. Je viens d'Ouganda. J'ai l'impression que nous avons perdu le son de Naomi, on dirait. On l'a perdu, on dirait. Naomi, est-ce que vous m'entendez? Je suis désolé, j'ai eu une petite coupure. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Il y a un petit écho, mais ça va aller. Nous avons une nouvelle loi sur l'exploitation minière des minéraux et les minéraux. Donc, nous sommes en train de travailler à la mise en œuvre. Il y a Donc, la nouvelle loi sur l'exploitation minière et les minéraux prévoit la création de CDA et en fait une obligation légale. Les communautés qui sont généralement des mineurs joueront un rôle essentiel dans le contrôle de l'exploitation à grande échelle. Donc, comme mon collègue de Zambie, il y a plusieurs communautés qui ne, qui ne peuvent pas montrer quelles sont les réalisations des sociétés minières. Donc, on essaie, le gouvernement, l'implémentation requise par la loi pour établir un modèle pour voir comment est-ce que les communautés peuvent être impliquées et bénéficier, par exemple, de l'éducation. Il y a un niveau d'alphabétisme trop élevé dans certaines de ces communautés. Donc, comment est-ce que ces communautés, à travers les accords de développement communautaire, les communautés et les sociétés minières peuvent parvenir à un consensus pour voir quel est le meilleur intérêt des communautés afin qu'elles soient plus conscientes et qu'elles soient conscientes des responsabilités et que il y ait un sens de redevabilité de la part également des sociétés minières. Donc,
certains des mécanismes mis en place n'ont pas vraiment gagné en succès. Donc maintenant, il y a une supervision de la part des ministères. Comment est-ce que les accords de développement communautaire peuvent aider les communautés à évoluer dans plusieurs domaines, améliorer l'éducation, comme les communautés peuvent partager les idées, leurs besoins, et les entreprises, les sociétés minières peuvent également s'engager à répondre à certaines des attentes des communautés. Il y a des règlements. Il y a également un processus complet qui impliquera des engagements régionaux, des consultations, afin que chaque partie prenante ait vraiment un rôle clé à jouer, que chaque communauté, par exemple, ait un rôle en ce qui concerne les règlements. Il y a les accords de mobilisation communautaire pour pouvoir travailler en synergie avec les sociétés minières, étant donné que c'est un nouveau concept. euh, Tout le monde, que ce qui est une certaine adéquation, que le modèle ait des délais pour étant donné que les besoins sont différents en fonction de la communauté, ce modèle va permettre de renforcer les acquis des différentes communautés et faire reprogresser leurs différents plans. Donc, ça, c'est ce que notre gouvernement est en train de mettre en place. En ce moment, le processus est en cours, notamment du point de vue de la réglementation. Il y a même une trousse d'outils qui est en cours de vulgarisation. Les OSC, les organisations, le gouvernement, les communautés riveraines peuvent qu'elles puissent qu'elles puissent apporter leur appui et qu'elles puissent mettre en œuvre les directives gouvernementales. Merci infiniment, Naomi. Je crois que c'est assez clair. C'est une opportunité pour les autres de voir le chemin déjà couvert et les exigences liées au mécanisme et l'importance des accords de développement communautaire. Comment est-ce que les règlements fonctionnent et tirer des enseignements. Et est-ce qu'il y a un autre aspect du travail mené par le gouvernement ougandais en matière de progression des droits fonciers? Et notamment dans le secteur de l'extraction, avant qu'on évolue. Il y a quelque chose d'autre que je voudrais partager qui porte sur l'institutionnalisation des accords de développement communautaire. Lorsqu'on va dans les communautés, nous réalisons que les mêmes communautés ont leurs artisans miniers qui mènent certaines activités d'exploitation artisanale. Donc, ça, c'est leur moyen d'existence. Donc, le gouvernement donc établit des règlements pour pouvoir mettre en œuvre ces accords avec les propriétaires terriens dans ces communautés. Comment est-ce que ils peuvent participer de manière équitable et et s'associer aux efforts au sein de leur propre communauté afin que il n'y ait pas juste du travail, la participation équitable également et la prise en compte des priorités communautaires. Ça, c'est les activités que nous menons dans notre pays. Nous intégrons les artisans miniers afin que, ils puissent apporter leur contribution. Nous, nous, il y a également les droits fonciers. Nous avons une directive sur la façon dont les choses doivent fonctionner, mais nous avons même adopté une loi qui prévoit que le gouvernement assure un rôle de supervision et donne l'accès aux terres. Donc, c'est une conversation qui est en cours
gouvernement. Il y a parfois des groupes particuliers de personnes qui prennent des montants d'argent, l'argent qui leur est proposé, et après, le gouvernement arrive pour pouvoir assurer la répartition équitable de ces terres. Mais parfois, il y a des litiges qui sont menés devant les tribunaux. Nos changements réglementaires ici en Indonésie pour avoir des opportunités pour la transition énergétique et cela va affecter les terres communautaires, par exemple les terres agricoles dans les territoires agricoles qui sont protégés et aussi les zones forestières. Il y a aussi beaucoup d'usurpation de terres qui a lieu en Indonésie à cause de la politique de transition énergétique, parce que dans notre pays, le gouvernement se focalise, enfin, les compagnies, les entreprises de nickel ont eu des opportunités de la part du gouvernement, et ça, vraiment, ça crée un avantage chez non, ça désavantage certaines communautés, spécialement les femmes et les peuples autochtones. Les peuples autochtones, dans certains villages, et aussi les agriculteurs, il, il y a une genre de marginalisation de la propriété des terres coutumières. Ils sont marginalisés dans la gestion des terres
Et donc, ces activités ont fait que nous avons, il y a une perturbation dans la gestion foncière. Et donc, cela implique que les droits des femmes, par exemple, sont violés dans nos communautés, ne sont pas respectés. Donc, il y a des groupes de femmes qui doivent lutter pour leur moyen de subsistance. Et ces femmes sont criminalisées souvent par les compagnies minières et c'est vraiment en train d'impacter les communautés locales et et les groupes des femmes en Indonésie, et spécialement ceux qui sont dans les zones assez isolées. Merci. Merci Andy pour nous avoir donné ces informations contextuelles. Je me demande si vous pouviez passer pour partager avec nous des actions clés que Wally prend pour avancer les droits fonciers et les gouvernances foncières avec les communautés avec lesquelles vous travaillez. Peut-être aussi souligner les aspects politiques et procédurels les plus urgents ou les plus importants pour le renforcement des accords de gouvernance foncière sur le terrain et au niveau national dans le contexte de l'expansion du nickel en Indonésie. Merci. Donc, Wali est la plus grande organisation en Indonésie qui se focalise sur le plaidoyer environnemental et la gouvernance foncière en Indonésie. Il y a donc on a un grand rôle en Indonésie. Et l'un de ceux-là, c'est comment est-ce que nous faisons le plaidoyer pour euh, la politique et comment est-ce qu'on promouvoit le renouvellement de la politique en Indonésie, des politiques en Indonésie, et comment est-ce que nous faisons du lobby pour le gouvernement, enfin avec le gouvernement, pour les communautés et l'environnement, pour que les communautés locales puissent bénéficier d'un environnement sain. Et Wally se focalise aussi sur le développement des communautés et le renforcement des capacités et la construction des connaissances au sein des communautés sur les problématiques environnementales et comment gérer correctement la terre. Donc c'est ça qu'on fait Wally. Et par rapport aux politiques qui sont émises par nos gouvernements sur la transition énergétique, donc il y a certaines politiques que nous considérons qui assouplissent euh, euh, les réglementations par rapport aux compagnies minières. Une de celles-ci, c'est la loi laborale qui est euh, déclarée par le gouvernement. Le gouvernement donne beaucoup de licences minières aux entreprises dans les territoires autochtones et dans les zones forestières. Donc, plusieurs territoires autochtones ont été donnés aux entreprises pour des concessions minières. C'est pour ça, ça c'est à cause de la loi laborale. Et il y a aussi de réglementations présidentielles en 2019 qui ont interdit l'exportation des minéraux. Et donc ça a créé un haut investissement en Indonésie, car il y a des centaines de licences de mines ici en Indonésie. Et cela affecte notre environnement et la moyenne de subsistance de nos communautés parce que le gouvernement ne prend pas en compte
les terres communautaires qui ne devraient pas être données aux entreprises minières. Et donc cela affecte les communautés locales à cause des dommages environnementaux. Par exemple, les pêcheurs ont du mal à continuer leur activité de pêche car l'océan est impacté par ces activités minières. L'océan est pollué par ces activités parce que ici, nous n'avons pas de politique en Indonésie qui donne des opportunités aux investisseurs. Ah, car il y a des opportunités aux investisseurs pour faire de l'activité minière ici en Indonésie. Merci beaucoup, Andy. Et je me demande si vous voulez juste passer un moment pour nous parler des priorités pour améliorer la gouvernance foncière en fonction du contexte que vous avez sur le terrain, sur les droits fonciers. Oui, il y a plusieurs politiques qui euh, qui causent l'investissement ici en Indonésie. Il y en a une, c'est la loi de création laborale. La loi de création laborale a été publiée en 2020 ici en Indonésie. Et donc, les autorités ont été centralisées au niveau national. Et donc, cette loi ne, ne donne pas aux gouvernements provinciaux et municipaux l'autorisation d'autoriser ces activités minières. Donc, toutes ces autorités, toute l'autorité est prise par le gouvernement central. Et donc, c'est quelque chose qui nous fait peur ici en Indonésie parce qu'il y a beaucoup d'articles qui bénéficient aux communautés pour la gestion des terres et la protection des terres. Et concernant la biodiversité en Indonésie, mais cette ces problématiques sont un peu oubliées dans cette loi de création d'emplois, car il donne beaucoup de droits et d'opportunités aux compagnies minières. Cette loi nous fait vraiment peur en tant que communauté locale qui vivons dans les zones rurales, car elles sont impactées vraiment par cette loi. Merci Andy pour nous avoir expliqué les défis en relation à cela. Je vais retourner à Marc. On a entendu plusieurs contextes. Et par rapport à ce que vous avez présenté au début de la séance, je me demande si vous pourriez réfléchir un peu sur certains écarts ou lacunes que vous avez vus et les priorités flagrantes pour l'avenir sur la politique globale et avançant l'attention sur les droits fonciers. Merci, Émilie. Oui, je pense que c'est important de nous souvenir pourquoi les droits fonciers sont si importants. On a sorti un rapport il y a quelques mois et ça a souligné que 70% de toutes les nouvelles activités minières qui vont grandir dans les prochaines décennies sont sur la terre des peuples autochtones. Et donc, c'est pour ça que nous entendons ces histoires de Freeman, de Naomi, sur l'importance critique des communautés qui doivent pouvoir participer dans les décisions qui affectent leur vie. Cela n'est pas nouveau, mais l'échelle à laquelle elle a lieu est sans précédent. La promesse d'expansion des activités minières devrait être la création des travails, de meilleurs services, d'infrastructures et respect pour l'environnement. Mais bien sûr, nous savons que ce n'est pas toujours le cas. Nous avons entendu beaucoup d'exemples des différents contextes dans lesquels parlent nos collègues.
Et c'est aussi important de se rappeler que comme l'activité minière va s'étendre, il va y avoir de plus en plus de besoins sur la terre pour les projets d'énergie renouvelable. C'est vraiment très lié. Et on voit aussi l'émergence de plusieurs problèmes comme les parties solaires et les installations éoliennes s'étendent. Elles ont besoin de beaucoup de terre. Donc, il y a vraiment un défi foncier ici significatif. Nous soutenons un travail en Colombie, Gambie et en Indonésie pour comprendre comment les communautés s'engagent dans ces transitions énergétiques et quel genre d'informations ils ont besoin pour pouvoir jouer un rôle efficace pour avoir un impact sur les prises de décision. Et je pense que maintenant, les compagnies minières comprennent que la consultation doit être profonde et avoir du sens dans toutes les étapes du processus, depuis le début de l'identification des terres et juste pour qu'il y ait des conditions équitables, la création d'opportunités pour le travail et la protection des droits environnementaux. Ce n'a pas toujours eu lieu dans le passé. On voit qu'il certains signes que certaines des compagnies minières les plus grandes commencent à comprendre l'importance de faire ça depuis le début, mais c'est vraiment encore le début de cette problématique. Et moi, je comprends vraiment une vraie préoccupation de la part des miniers de, de devoir avoir une bonne communication à toutes les étapes. Et on sait que les communautés parfois n'ont pas accès à cette communication. Parfois, l'information n'arrive pas assez tôt, elle n'arrive pas dans la bonne forme. Parfois, la communication est trop technique. Et donc, les ONG jouent un rôle important pour cette communication, pour que l'information soit disponible aux communautés, pour qu'elles, elles sachent qu'est-ce qui est planifié, quelles sont les opportunités et quels sont les risques aussi dus à ces projets. Donc, nous, on fait du travail pour soutenir l'engagement des parties prenantes dans le secteur minier, à la fois dans les Philippines et en Indonésie. Et en particulier en Indonésie, ce qui est lié à ce que a dit Andy, travailler dans les zones minières pour s'assurer que les communautés ont la bonne information sur les plans d'expansion des mines, une étape du début pour que certaines des étapes qu'il a identifiées on puisse être et pour que les droits des communautés puissent être préservés. Cela devrait être une priorité absolue dans les décisions du début des mines. Merci Marc, c'est très utile et merci de nous avoir rappeler un peu le cœur de cette conversation, de pourquoi est-ce que la gouvernance foncière est importante et en quoi c'est lié à la transition énergétique, pas juste pour les mines. Et c'est bon d'écouter aussi des exemples concrets de processus dans certains pays dont nous avons parlé. Je vais passer un dernier round de questions qui sont en lien avec l'amélioration d'informations foncières et des systèmes de données parce que nous avons écouté dans toutes ces discussions sur l'accès à l'information, la clarté aux données, qui permet aux différents partis de s'engager et d'entrer dans le dialogue. Donc, je vais commencer avec Andy. Quels sont les rôles spécifiques qui vont être permis par une meilleure transparence et un meilleur accès aux données foncières dans le contexte de l'Indonésie? Et comment est-ce que ça aide les différents acteurs dans leur processus de prise de décision pour analyser les différents choix en lien à l'investissement? Oui, merci. Merci. En ce qui concerne les données, l'amélioration des données foncières et la transparence du secteur minier, s- ils, ils ont un rôle stratégique à jouer pour soutenir une transition énergétique, notamment en ce qui concerne le gouvernement, notamment pour le contexte de l'Indonésie. La transparence des données et de l'information, c'est un des défis qu'il faut relever parce qu'il y a tellement de données qui ne sont pas partagées au public, par exemple, aux ONG et aux communautés. Cependant, toutes ces données, par exemple les données sur les sociétés minières, ainsi de suite, elles doivent être des informations à la disposition du public. Elles doivent être diffusées au niveau des communautés, aux ONG.
Et comme Wahi, par exemple, ces informations sont très limitées, malheureusement. C'est l'un des défis auxquels nous faisons face. Lorsque les informations ne sont pas mises à la disposition du public en ce qui concerne les sociétés minières et les informations sur le foncier, par exemple, lorsqu'il y a de la transparence des données en Indonésie, naturellement, il y aura des rôles que nous pouvons utiliser pour apporter des contributions sur la gestion des ressources naturelles en Indonésie et comment cela peut être fait de manière adéquate pour protéger les droits humains et même les exploitants. Nous avons besoin de ces informations. Malheureusement, ces données et informations euh, et ça représente des défis parce que nous ne pouvons pas avoir accès euh, librement parce que les sociétés minières et le gouvernement ne font pas preuve de transparence en ce qui concerne ces données, notamment pour apporter un appui à la transition énergétique juste en Indonésie pour pouvoir remédier aux effets du sous-développement. Nous avons identifié plusieurs euh, aspects dans le développement de l'Indonésie lorsqu'il y a une transparence sur le secteur minier et les données foncières, lorsque ces informations sont à la disposition du public, la transparence du secteur minier et l'amélioration des données foncières et peuvent aider à la meilleure gestion des ressources naturelles et on pourrait tirer des avantages sur la façon dont on pourrait formaliser la bonne gouvernance pour la gestion des communautés qui doivent être protégées et même dans le secteur minier, il y a besoin d'assurer une transition énergétique appropriée. Malheureusement, ce n'est pas le cas en Indonésie. Merci Andy d'avoir couvert cette question et d'avoir soulevé certaines des lacunes et également les aspirations avec les réalités sur le terrain. Donc, à quoi est-ce que pourrait ressembler le progrès? Je vais passer la question à Freeman. Est-ce que vous pouvez partager ce que vous pensez sur le rôle qu'une meilleure information foncière, la transparence du secteur minier, quel rôle ces aspects peuvent jouer en Zambie? Merci infiniment. Récemment, nous avons eu une réunion avec le ministère du Cadastre qui a la mission de s'assurer que la gouvernance foncière est faite selon la loi. Mais il y a en Zambie, il n'y a, les données foncières possibles et accessibles ne sont pas disponibles. Par exemple, quels sont les systèmes en place, les systèmes d'information foncière, les aires protégées, même le ministère des Mines, par exemple, les études géospatiales, les relevés cadastraux, la technologie, elle est très importante et la diffusion de l'information, nous devons avoir un chevauchement de ces cartes afin que nous puissions par exemple, les conflits que nous voyons aujourd'hui, c'est parce que il y a par exemple l'exploitation minière qui est pratiquée dans des aires protégées. Donc, nous ne savons même pas quelles sont les superficies que nous avons. Nous ne savons pas quelle est la démarcation. Nous avons invité certaines parties prenantes dans nos projections. Dans les provinces du Nord-Ouest, la plupart des terres sont données à titre de licence d'exploration. Et il est important, nous entrons même dans des terres arables. On convertit simplement, on transforme les terres pour faire de l'exploitation minière. Donc, il y a plusieurs concessions minières dans le pays et cela affecte notre production agricole parce que nous sommes
notre politique agraire vraiment est mise à mal. Donc, le partage de l'information est très important. Ça ne promeut pas seulement la transparence, mais ça permet d'assurer le développement du pays quand on peut avoir exactement quelles sont les données sur les données foncières. Donc, c'est important de pouvoir avoir toutes ces données. C'est la raison pour laquelle nous faisons un plaidoyer. Il faut des audits fonciers. Nous, nous devons avoir les cartographies. Le ministère des Mines doit donner accès à tout le monde à travers leur site web ou alors on met sur pied des applications mobiles que l'on peut utiliser partout où on se trouve. Nous savons que les communautés locales ont des soucis en matière de technologie. Il y a eu un problème de connexion. Euh, mais je pense que c'était très important de relever ce défi sur l'importance des informations, des données foncières pour illustrer la compétition qui a lieu entre les différentes parties prenantes et, et pouvoir gérer et promouvoir la production agricole. Freeman, est-ce que vous êtes de retour? Est-ce que vous voulez terminer votre propos? Je ne sais pas à quel moment j'ai été coupé, mais ce que je vais dire en guise de conclusion, la technologie et le partage de l'information, c'est important, notamment dans les droits fonciers. La plupart des communautés ne sont pas conscientes de, de- des terres qui ont, par exemple, été octroyées à des fins d'exploration. Même les collectivités territoriales, parfois, elles n'ont même pas ces informations. Donc, il y a un manquement dans le partage de l'information. C'est pour ça que la redevabilité, le partage des informations, par exemple, les informations comme l'ITIE, elles ont des difficultés à obtenir des informations pour, par exemple, pour l'industrie extractive. Euh, Ça ne permet pas seulement de renforcer le partage de l'information, mais ça peut permettre d'inverser la tendance avec tous les défis auxquels nous faisons face. C'est, sur le plan du développement, nous saurons où est-ce que des opérations minières sont effectuées, quelles sont les tendances, quelles sont les aires protégées, mais nous ne pouvons pas nous appuyer sur les estimations actuelles parce que le système n'est pas vraiment bien huilé. Donc, nous n'avons pas un audit foncier à l'échelle de la nation. Nous travaillons avec des données qui ne sont pas complètes. Nous avons encore perdu Freeman, mais je pense que il nous a permis de, d'aller vers la transition vers Marc, notamment avec le rôle de l'amélioration des données foncières et la transparence du secteur minier. Marc, nous vous repassons la parole. Je crois qu'il a très bien illustré certains défis dans l'accès aux informations qui sont nécessaires pour pouvoir étayer les débats et pouvoir apporter le soutien aux communautés, notamment dans les applications de planification, les licences d'exploration, les permis d'exploration, autant pour moi. Donc, je crois que comment est-ce que les terres sont utilisées à des fins? C'est une question importante. Comme, pourquoi est-ce que les communautés ont des difficultés avec les sociétés minières? En ce qui concerne l'ITIE, nous travaillons dans 55 pays, mais je voudrais revenir sur certains aspects des normes 2003 avec des mesures importantes pour remédier à ces problèmes qui ont été identifiés lors de cette session. Nous avons plus d'emphase sur la consultation des communautés et l'exigence que les sociétés et le gouvernement divulguent les pratiques en matière de consultation communautaire en ce qui concerne le consentement libre, éclairé et préalable pour les peuples autochtones. Euh, une exigence, si les communautés ne veulent pas de ces programmes,
leurs droits doivent être respectés. Je ne sais pas si c'est en pratique respecté. Le deuxième domaine, les normes de l'ITIE, il y a les informations sur les personnes employées, notamment sur les sites miniers. Donc ça, c'est très important pour les communautés locales, pour savoir quelles opportunités d'emploi dans leur collectivité. Parce que naturellement, les bons emplois, les emplois bien payés, vont aux hommes au lieu des femmes, généralement. Donc, c'est bon d'avoir ce type d'informations. Il y a également les dépenses étatiques. Parfois, ces négociations foncières sont accompagnées de grandes promesses sur les avantages en termes d'urbanisation, d'éducation, des centres de santé, tellement de promesses. Et ces informations ne sont pas facilement accessibles. Et au niveau des projets. Donc, les personnes ne savent pas exactement ce dont leur communauté vont bénéficier. Maintenant, quatrième point, quand il y a une décentralisation, il y a le partage des recettes qui sont allouées aux projets miniers, notamment pour les collectivités territoriales ou les provinces. Avoir ces informations-là, qu'elles soient accessibles, on peut, on peut examiner les avantages que les communautés peuvent tirer en termes de partage des recettes. Maintenant, cinquième point, la divulgation de l'impact social et environnemental. Ça, c'est primordial pour pouvoir réparer certains des problèmes, notamment ce qu'on entend en Zambie et en Indonésie, divulguer l'information sur les processus juridiques, c'est très important. Généralement, on ne voit pas ces informations. Elles ne sont pas accessibles aux communautés, malheureusement. Merci infiniment, Marc, de nous avoir donné toutes les informations liées à la norme. Naomi, permettez-moi de vous donner le dernier mot sur le rôle d'une meilleure information foncière et de la transparence du secteur minier avant que nous ne passions à la séance de questions-réponses. Naomi, à vous la parole. Merci infiniment. Je vais essayer de parler très fort avec mes collègues ici à Genève, en Suisse. Euh, la transparence, excusez-moi, chers participants, nous avons du mal à écouter euh, la participante. Donc, nous devons prendre en compte les communautés. Par exemple, en Ouganda, la plupart des terres n'ont pas été exploitées. Donc, mais des projets sont mis en œuvre pour pouvoir comprendre toutes les implications des projets sur la sécurité, le développement social. Donc, nous savons que la transparence foncière, c'est très important, notamment la défense des droits fonciers. Dans certaines, parfois, il y a des autorités communales et des individus qui gèrent ou qui sont propriétaires. Parfois, nous ne savons même pas qui est vraiment le véritable propriétaire de la terre. Lorsque nous menons des campagnes de sensibilisation, il est difficile de connaître quelle superficie de terre qui est allouée à il y a le système foncier, les informations foncières, les informations cadastrales, les propriétaires terriens. Nous avons des situations dans lesquelles les sociétés, parfois on a des terres qui sont détenues par 5 personnes. Donc ça, c'est autant de problèmes auxquels nous faisons face. Donc maintenant, comment est-ce que les sociétés minières se comportent en termes de conservation? Maintenant, l'utilisation des terres, généralement les communautés riveraines, elles savent qui exploitent les terres. Donc, il y a tellement de soucis
et des différents côtés, je crois qu'il faudrait qu'il y ait des concertations. Si les communautés riveraines ont des plans clairs, ont des études qui sont menées et qu'il y ait la délimitation géographique et que les mesures d'indemnisation sont également appliquées, les communautés ne vendront pas leurs terres n'importe comment. Il y a généralement un pourcentage qui est affecté aux propriétaires aux propriétaires terriens. Si c'est un individu, ça va aller à l'individu, mais généralement, le gouvernement doit pouvoir identifier les différentes parties prenantes parce qu'on ne sait même pas parfois quel est le propriétaire réel. Donc, la collaboration entre le gouvernement, les communautés, pour pouvoir structurer et avoir un système foncier équitable, accessible. Nous devons savoir à qui appartient telle terre, tel lopin de terre. Ce sera très utile en ce qui concerne la défense des droits fonciers et toutes les mesures de réparation et d'indemnisation. Merci. Merci infiniment, Naomi. Merci à tous les experts pour vos contributions et merci d'avoir respecté le temps pour que nous ayons la séance de questions-réponses. Euh, on- Ce sera une chance pour les experts de répondre à certaines questions. Donc, il y a plusieurs questions. Donc, je crois que nous aurons plusieurs euh, donc, je vais prendre certaines questions maintenant. Donc, le public pourra prendre la parole et un expert après l'autre, un intervenant. Si vous voulez répondre à l'une des questions lorsque vous avez la parole, mais s'il vous plaît, faites preuve de concision et de précision pour que nous prenions suffisamment de questions. Alors, il y a une question ici spécifiquement à Friedman en relation avec le gouvernement zambien. Comment est-ce que le gouvernement zambien reconnaît les, les investissements dans le secteur foncier minier et quel est l'espace pour les droits fonciers coutumiers en Zambie? Friedman, je crois que vous avez commencé à parler des échanges et des prises de décision euh, et le certain travail que vous avez fait pour vous engager avec les autorités coutumières traditionnelles et les défis aussi de sécuriser les droits fonciers coutumiers. Je me demande si vous pourriez répondre à cette question. Merci, Émilie. Alors oui, je crois que cette question connecte aussi aux autres questions qui ont été posées sur le question-réponse. Le gouvernement de Zambie a montré, pour nous assurer que nous faisons des réformes et trouver des solutions avec les leaders traditionnels, le défi est le cadre légal actuel qui ne nous permet pas de convertir, une fois que la terre a été convertie d'une terre coutumière à une terre nationale, elle ne peut pas être reconvertie à une terre coutumière. Et donc parfois, les autorités coutumières retiennent leurs terres pour l'investissement. Il y a pas mal d'exemples qu'on peut donner dans les communautés où les leaders traditionnels sont hésitants d'ouvrir la terre à l'investissement. Et le défi a toujours été, comme a dit Naomi, c'est difficile aujourd'hui de tracer comment les communautés vont bénéficier de ce genre d'investissement euh, en comparaison avec d'autres types de développement dans le pays. Et donc de, le manque d'investissement dans cette communauté les affecte. Il y a beaucoup d'impacts négatifs, la perte de terre, la pollution. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, le gouvernement essaie de travailler avec les communautés, les leaders traditionnels. Nous avons une maison des chefs, qui est une plateforme qui facilite pour la gouvernance des peuples coutumiers sous la gouvernance du gouvernement. Donc, ce que nous essayons de faire, c'est s'assurer que l'administration des terres et la gouvernance peut être faite d'une certaine façon pour que les deux entités et leurs deux objectifs et ce qu'ils veulent voir sur la table. Et le gouvernement surveille la partie de négociation
avec les investisseurs. Mais il y a la volonté aussi d'avoir le cadre, une réforme du cadre légal actuel. Le gouvernement essaie de réformer une loi sur le foncier, aussi la politique de 2015 pour s'assurer que les problèmes de déplacement forcé sont faits en accordance avec la loi. Nous n'avions pas de renforcement en termes de loi pour gouverner comment le déplacement serait fait et ce qui est considéré pour que nous puissions avoir une politique enfin, la politique actuelle ne traite pas de ces sujets suffisamment en profondeur. Donc ça, c'est certains défis que nous avons pour qu'il y ait des réformes à la fois au niveau de la politique et aussi sur le terrain pour que ça puisse atteindre les leaders traditionnels. Merci Freeman. C'est intéressant cette réponse pleine de perspectives. Ça nous donne un vrai sens de ce qui est en train d'être mis en place. J'aimerais prendre une question pour Naomi. Vous avez mentionné une situation win-win où les compagnies minières investissent dans les communautés comme un modèle idéal. Est-ce que vous avez des exemples concrets de compagnies minières qui ont été plus loin que juste payer des royalties? Et est-ce que vous pouvez montrer en quoi c'est dans les intérêts des communautés? Oui, merci beaucoup pour cette question. Avant que nous ayons ces lois, nous avons des communautés. Nous avons une communauté qui veut créer une création d'une usine de ciment dans le nord de l'Ouganda, en sachant que cette zone est une terre coutumière. La communauté est assez hostile, donc il faut trouver des moments pour trouver comment travailler avec les communautés et comment nous obtenons une licence sociale pour opérer dans cette communauté hostile. Et c'était pour avant que la loi rentre en opération. Elle n'était pas encore renforcée. Et donc cette compagnie est arrivée. Ils avaient un plan de communauté. Ils ont mis 10 millions de shillings ougandais. Ils ont investi dans le village. Ils ont aidé deux étudiants à aller à l'université avec des subventions. Et ils ont aidé euh, cinq étudiants à aller dans l'institution locale. Ils ont aussi construit de l'infrastructure dans la zone locale. Ils ont créé des endroits avec de l'eau potable parce que c'est une zone assez aride et il y a des problématiques d'accès à l'eau. Donc ça, c'était des choses au-delà de juste payer. Ils ont fait d'autres choses pour aider la communauté et la communauté a pu travailler avec eux. Donc c'est vraiment un type de sécurité sociale. Un de leurs plans dans la nouvelle loi pour laquelle nous travaillons, qui implique la réglementation pour les partenaires communautaires. Donc ça, c'est un travail en cours, mais ça, c'est un bon exemple pour le développement de la communauté, je pense. Merci. Merci, Naomi, pour avoir élaboré là-dessus. Il y a une question parallèle qui est demandée pour Andy. Si vous pouvez entendre la question, est-ce que vous pensez qu'il y a une façon dont les peuples autochtones et les femmes qui sont marginalisées peuvent avoir une solution win-win avec les compagnies minières?
À quoi ça ressemblerait? Nous avions entendu de la réponse de Naomi par rapport à la minerie artisanale, certaines communautés hautes aussi, parfois mines. Est-ce que vous êtes dans la même situation? Alors, actuellement, comme il y a une tendance de minerie en Indonésie, nous recevons beaucoup de problèmes, d'impact, de griefs des communautés impactées. Donc, nous avons également des plaintes que nous recevons, des réclamations. C'est difficile, je dois le dire, pour nous de, de faire comprendre aux entreprises et au gouvernement que les communautés ont des besoins. Les solutions peuvent exister si le gouvernement met en œuvre euh, les mécanismes dont il dispose tout en respectant les droits des communautés, les- afin que les droits ne soient pas mis à mal par les sociétés minières ou par les activités minières. Donc, nous essayons de discuter avec les acteurs gouvernementaux. Donc, nous avons également des solutions que nous pouvons préconiser au niveau du gouvernement afin que le gouvernement puisse mettre à disposition des indemnisations pour les communautés qui sont affectées par les activités minières, par exemple les pêcheurs, en raison de la pollution de l'océan, mais nous n'avons pas eu de retour de la part des sociétés. Alors, en Indonésie, les sociétés ne ne travaillent pas avec les communautés. Elles ne sont pas solidaires. Donc, les solutions peuvent être obtenues par les communautés si le gouvernement est ou désire mettre, faire respecter son autorité. Par exemple, il y a une politique qui prévoit que les sociétés minières doivent mettre à disposition ou alors octroyer des indemnisations aux communautés. Merci. Merci infiniment, Andy. Une question adressée à Marc. Est-ce que vous pourriez nous dire quelque chose sur les relevés cadastraux et la propriété collective, les exemples? Par exemple, lorsque les communautés ne veulent pas que des activités d'exploration soient menées, j'ai déjà parlé des mécanismes existants, notamment dans le secteur minier. En ce qui concerne le cadastre, les mécanismes gouvernementaux dans certains pays, avec les dispositions sur les titres, les concessions, les permis et les permis de plusieurs catégories, généralement, il y avait des documents, des archives. Mais il y a eu tellement d'expérimentations, par exemple en Zambie, et dans d'autres pays, pouvoir avoir des informations sur des portails en ligne. Ça fait partie du travail de l'ITIE dans les États membres. Donc, il est de plus en plus possible d'avoir des informations qui montrent les données topographiques, les données géographiques. Vous pouvez aller en ligne sur le site du cadastre et voir vous-même les démarcations des différents permis. Donc, ça, c'est des informations, c'est une source vitale d'informations. Parfois,
Land Portal pourrait davantage parler sur la question. Il y a également un besoin de transparence et réduire le champ d'application ou alors réduire les opportunités de corruption par des pots de vin quand les agents de l'État prennent de l'argent. Il y a également euh, des informations et nous pouvons faire mieux. Problème, c'est que généralement, il n'y a pas de réponse positive. Par exemple, sur les mécanismes, c'est un défi parce qu'il n'y a pas souvent une publication de ces données-là. Il y a certaines de ces opérations qui sont menées de manière illicite ou alors aux frontières de la légalité. Il y a parfois même de la politique, de l'influence politique. Donc, nous n'avons pas suffisamment de temps pour pouvoir parler de tout cela. Euh, la- le secteur minier génère tellement d'intérêts et des investissements illicites et parfois il y a des sources politiques motivées au plan politique, autant pour moi. Un instrument que nous avons à l'ITIE, c'est la propriété bénéficiaire pour savoir qui sont exactement les propriétaires des sociétés qui se lient minières. Donc, pour- donc, les OSC sont des partenaires très importants. Donc maintenant, en ce qui concerne le deuxième point, donc, il y a certains experts ici qui sont mieux équipés pour parler de cela. Par exemple, en Jamaïque, pour la pollution de l'aluminium, il y a eu, il y a des communautés dans lesquelles les terres sont par la loi qui ne, on n'autorise pas la production de Certains des certains meilleurs produits. dépôts de bauxite sont Donc, il sur y a leur terre. tellement Donc, de il y a beaucoup de contestations. consultations en ce moment sur dans quelles conditions cette ressource pourrait être exploitée. Donc, on a une consultation avec ces communautés. Donc, il y a des exemples comme ceux-là, mais ce serait bien aussi d'écouter d'autres cas où, par exemple, les communautés autochtones ont dit non, nous ne voulons pas ça sur nos terres, ce n'est pas pour nous. Cette issue du choix est vraiment important d'explorer. Merci, Marc. Encore une fois, pour tous ces exemples assez concrets, on va prendre encore quelques questions et ensuite je vais demander à tous les panélistes de nous donner leurs remarques de clôture pour que nous prenions ces idées avec nous à la fin de la séance. Pour les dernières questions, Iman, peut-être que vous voudriez réfléchir sur cette question que Marc a soulignée sur FPIC et les problématiques de non-consentement, si vous avez des exemples que vous pouvez partager et des stratégies alternatives. Il y a aussi dans les questions une question sur un peu sur une autre problématique, mais sur les données foncières et le rôle des donateurs, des financiers et la Banque mondiale sur la numérisation et la modernisation des processus au niveau de de l'administration publique et des offices locaux foncières. Est-ce que les, les propriétaires terriens peuvent aider et soutenir cette transition vers la modernisation? Et quel rôle cela peut jouer sur la structure foncière que nous avons discuté aujourd'hui? Je pense, Émilie, que sur la problématique des donateurs, dans le passé, le gouvernement travaille sur, même dans l'Union européenne a soutenu le Zambie sur la gouvernance foncière, qui essaie avec le ministère de la Terre, car ces interventions viennent parfois le défi, les gouvernements locaux n'ont pas les budgets pour faciliter ce genre d'intervention où la technologie, les interventions technologiques sont concernées.
Parfois, ce sont des initiatives qui sont prises d'autres régions, et essayent de mettre en place ces initiatives et avoir du soutien. À part ça, les défis ont été que pour très longtemps, c'est pour ça que les sociétés civiles ont aussi poussé pour qu'il y ait l'accès à la commission, que ce soit passé dans le Parlement pour que ça soit plus fort, pour mieux, plus facile pour que les parties prenantes demandent l'information. C'est pas parce qu'on n'a pas la technologie qu'on n'a pas l'information. Les défis, c'est de fournir, publier cette information au public. Il y a beaucoup de problématiques. Pourquoi est-ce que c'est difficile de passer l'information, même au niveau gouvernemental? En tant que gouvernement, on a des obligations contractuelles parfois. Donc parfois, l'information est retenue. Et le public ne vont savoir que ce qu'ils doivent savoir. Mais nous, on appelle à la transparence parce qu'il y a des risques de corruption qui ont été mentionnés dans les industries extractives. Il y a de la corruption à cause des processus pour acquérir la terre. Ça a lieu avec le manganèse qui quitte le pays. Parfois, ça passe les frontières sans qu'il y ait de taxation. L'or aussi, l'information est là, mais elle n'est pas circulée. Mon dernier point, ça serait que au point de la technologie, il y a deux processus actuellement en Zambie. Il y a un projet pilote pour essayer de voir quelle quantité de terre est disponible, que ça soit étatique ou coutumière, disponible pour la mine, l'activité minière. Et le ministère de Mines est aussi en train de faire un sondage spatial pour comprendre l'état géologique. Et nous voulons que ces deux cartographies soient combinées pour éviter des conflits d'intérêts en termes d'activité minière et d'agriculture. Donc nous avons joué un rôle pour s'assurer que nous puissions être dans une bonne position pour gérer ces problématiques foncières et d'autres projets. Merci. Merci, Freeman, d'avoir expliqué tes processus concrets et pratiques et priorités pour aller de l'avant. Maintenant, je vais passer au dernier round pour les intervenants, vos derniers commentaires choses que vous avez retenues de la séance d'aujourd'hui. Ensuite, nous allons fermer la séance. Est-ce que je peux commencer avec Marc pour vos commentaires de clôture? Une minute chacun, s'il vous plaît, pas plus. Si je peux commencer avec Marc, si vous êtes disponible pour partager. Je me demande si on a peut-être perdu Marc. Freeman, est-ce que vous pourriez peut-être dire vos commentaires vos remarques de clôture? On va voir si on peut récupérer Marc après. Premièrement, les voix communautaires sont très importantes. On ne peut pas éviter à cela. Et deuxièmement, je veux mettre l'emphase sur le concept de la transition énergétique et souligné par un mot important, la justice. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça doit être juste. On a vu qu'il y avait plein d'interventions qui sont... Il y a du plaidoyer pour de certains pays d'Afrique. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent des marchés pour les minéraux critiques. Il faut que ce soit des entités souveraines pour que la transition soit optimisée. Et dernièrement, notre environnement, il est comme il est. Nous pouvons miner ce qu'on veut, mais il faut aussi s'assurer que nous protégeons l'environnement. C'est notre responsabilité.
Il faut que notre terre et notre environnement soient protégés et nos communautés aussi. Merci. Merci Freeman. Je vais passer la parole à Naomi pour vos remarques de clôture. Moi, je veux juste dire merci pour ceux qui ont organisé cette discussion concernant les minéraux critiques, les activités minières. Tout le monde pense aux minéraux, mais personne ne parle des personnes qui sont propriétaires de ces terres et des autorités et des communautés locales. C'est aussi un défi pour voir comment nous pouvons s'assurer que tout le monde participe dans la transition énergétique, juste les communautés, les miniers, les gouvernements, tout le monde doit jouer un rôle dans ce développement. Pour moi, c'est ça le défi. Comment est-ce que nous pouvons faire que ce soit possible? Interconnecter les systèmes de gouvernance foncière, pour que nous ayons l'équité. Merci encore à tous. Et on passe la parole à Andy pour ses remarques de fermeture et après on aura Marc pour terminer. Comme commentaire de fin, moi je dirais que dans mon point de vue, le plaidoyer et la gestion pour améliorer la capacité de connaissance et prise de conscience des communautés locales sur les communautés autochtones et les femmes doit être augmenté, car beaucoup des droits ne sont pas respectés à cause des compagnies minières de nickel. Ça, c'est le premier point. Et le dernier point que nous devons comprendre, c'est que nous savons tous que le concept de transition énergétique est une solution pour notre environnement et c'est ça qui devrait avoir lieu, pas dans l'autre sens. Par exemple, ils détruisent l'environnement, ils déforestent et ensuite ça devient une zone de mine. Donc nous avons détruit l'environnement pour faire de l'expansion minière, spécifiquement en Indonésie. Et dernièrement, la transition énergétique devrait se focaliser sur les droits des communautés et cela doit être priorisé et protégé. Comment nous pouvons sauver les écosystèmes, spécifiquement l'environnement? Et dernièrement, voulons aussi que la transition énergétique, le concept, ne crée pas de conflits fonciers. Et aussi, j'aimerais aussi donner ma gratitude de nous avoir invités à être intervenants sur ce webinaire. Merci pour l'opportunité et merci à tous. Merci Andy, Marc, tout le monde a une minute. Je me demande si vous pourriez prendre 30 secondes pour qu'on puisse fermer à temps. Ok, les 3 T. L'importance de la transparence, comme nous avons entendu dans le webinaire, les cadastres, les plans de partage pour que les communautés s'engagent et aient accès. Deuxièmement, technologie. On a parlé des portals, de l'information en ligne. C'est vraiment vital, une importance vitale pour que la communauté puisse avoir accès à cette information. Et dernièrement, traçabilité. Un peu en dehors du cadre de référence ici, mais il y a une importante connexion entre la production des mines et comment les communautés peuvent comprendre comment est-ce que ces produits sont exportés et quel retour ils devraient gagner sur l'augmentation des salaires dans ces communautés. Voilà, merci. Vous avez le micro éteint. Excusez-moi. Merci, Marc.
Alors, j'aimerais terminer la séance pour remercier tous les intervenants aujourd'hui. Merci à tous ceux qui ont participé. Nous avons vraiment aimé votre engagement sur le chat. Je crois qu'il y a eu beaucoup de connexions qui ont été faites. Euh, je crois que Neil a partagé le sondage dans le chat. Merci d'y répondre pour que nous puissions améliorer notre webinaire. Et un dernier remerciement pour tout le monde qui nous a rejoints aujourd'hui. Et je vous souhaite tout le meilleur pour le futur.